Nous, l'enjeu de notre participation à cette convention, c'est d'aller vers la production de nouveaux services climatiques en milieu urbain qui soient vraiment pertinentes et plus adaptées aux attentes des utilisateurs potentiels. Alors nous, on voit ça, on a deux objectifs dans le cadre de ce projet. Le premier, ça va être par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui faire, de mieux prendre en compte le climat et son évolution à l'échelle urbaine. Donc ça va revenir à concevoir, d'un point de vue un peu technique et scientifique, pour nous concevoir des méthodes de descente d'échelle spatiale qui vont permettre d'aller des modèles de climat à l'échelle globale jusqu'à des modèles qui sont capables de traiter la ville pour étudier les impacts du changement climatique en ville. Donc j'y reviendrai juste après. Et puis un deuxième objectif qui est de mieux qualifier et quantifier les impacts en ville que ce qu'on peut que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, et donc de construire vraiment en collaboration, en partenariat avec les acteurs, des indicateurs qui soient vraiment pertinents pour les aider dans leur prise de décision au niveau des politiques urbaines et au niveau des questions d'adaptation des villes. Alors juste, je reviens sur des choses dont on a déjà parlé, mais rapidement. Les enjeux climatiques en ville. Donc la ville, c'est un lieu où on a une concentration de population, de biens, de capitaux, avec déjà des enjeux majeurs existants aujourd'hui qui sont de différentes natures. Donc on a des enjeux sociaux, économiques, environnementaux. Et comme l'a dit et comme vous l'a montré Valérie, on a déjà un climat local spécifique qu'on appelle le climat urbain. Avec des problématiques déjà inhérentes aux villes actuelles qui vont être des problématiques de confort ou de stress thermique sous certaines conditions météorologiques. On va avoir aussi des questions liées à la consommation d'énergie des villes, aussi bien en hiver qu'en été, des problématiques de qualité de l'air, et également pour les aspects eau, on a des écoulements d'eau particuliers en ville, on peut avoir des problématiques de crues rapides en milieu urbain. Donc ça, c'est ce qui existe déjà sur les villes actuelles. Et à ça s'ajoute le changement climatique déjà perceptible et dont les effets vont s'accentuer au cours du siècle, avec une déclinaison depuis l'échelle globale jusqu'à l'échelle régionale et locale de l'impact de ce changement climatique, qui va se traduire à la fois par une évolution des tendances mensuelles, notamment de la température, et aussi une évolution des occurrences d'événements extrêmes comme les événements de canicule. Et donc, en ville, on a cette combinaison d'effets, climat urbain et changement climatique, sachant qu'aujourd'hui, on cherche à comprendre comment le changement climatique peut impacter sur l'évolution du climat urbain, et éventuellement aussi de comprendre comment le climat urbain lui-même peut rétroagir sur le changement climatique à l'échelle régionale. Alors aujourd'hui, comment on peut étudier les impacts du changement climatique en ville? Alors juste pour étudier le changement climatique, donc les climatologues développent des modèles qui tournent à l'échelle globale, donc qui couvrent l'ensemble du globe. Et forcément, d'un point de vue numérique, pour pouvoir traiter l'ensemble du globe, ça revient à... Donc, alors, à l'échelle globale, on a des modèles numériques qui tournent avec des résolutions spatiales qui vont être de l'ordre de la centaine de kilomètres, voire de l'ordre aujourd'hui 50 km de résolution. Donc, chaque maille de modèle couvre une zone du globe qui fait 50 km par 50 km. Et puis ensuite, si on veut étudier certaines régions de façon plus précise pour mieux résoudre à la fois les phénomènes physiques et aussi pour pouvoir aller jusqu'à de l'étude d'impact, aujourd'hui on commence à utiliser des modèles qu'on appelle les modèles de climat, régional, qui vont être contraints alors, au niveau de leurs limites spatiales par des modèles de climat de modèles de circulation générale de climat, et qui vont pouvoir tourner avec donc sur une plus petite zone du globe avec une résolution spatiale plus fine. Donc aujourd'hui, par exemple, sur la France, le modèle Aladdin Climat peut tourner avec une résolution spatiale de 12 km. Donc on commence déjà à aller vers un raffinement de la description de la zone d'intérêt. Et ici, je vous montre ce qu'on peut obtenir comme produit actuel sur la plateforme DRIAS quand on veut regarder des résultats de projection climatique sur la France. Donc ici, c'est un exemple de sortie sur la région Occitanie pour un champ de température, une climatologie de la température minimale au mois de juillet, donc sur la région.
Et donc vous voyez que sur Toulouse, bon, ça reste encore assez limité en termes de résolution. Donc si on veut vraiment regarder ce qui se passe au niveau de la zone urbaine, avec ces modèles de climats régionaux à la résolution de la dizaine de kilomètres, on est un petit peu limité. Donc effectivement, si je reviens sur ce qu'a montré déjà Valérie tout à l'heure dans sa présentation, si on veut tenir compte localement des interactions entre le changement climatique et des phénomènes comme l'îlot de chaleur urbain, on voit qu'une résolution de 12 km va pas forcément suffire à tenir compte de ce type d'effet. Donc ici, vous avez un îlot de chaleur urbain qui avait été observé pendant la campagne Capitoul, donc là sur la zone d'étude qui fait 20 km sur 14 km. Et sur l'image en haut à droite, vous avez ce que peut simuler le modèle Aladin Climat sur une maille, sur une zone qui couvre la région toulousaine, et on voit qu'avec une résolution de 12 km, on n'arrive pas à voir l'îlot de chaleur urbain. Et effectivement, ensuite, si on utilise des modèles avec des résolutions plus fines, c'est ce qu'on commence à faire aujourd'hui déjà pour des études climatiques. On commence à tourner avec le modèle AROM, qui est actuellement le modèle de prévision du temps de Météo France, mais qui commence à être utilisé aussi en mode climat. Ici, on voit qu'avec une résolution donc au centre de 2,5 km, on commence déjà à avoir le signal d'îlot de chaleur urbain. Et quand on descend à une résolution kilométrique, on voit qu'on gagne avec une meilleure description de l'îlot de chaleur urbain, à la fois en termes d'intensité du phénomène, de différence de température ville-campagne, et aussi en termes de représentation de la spatialisation du phénomène. Donc c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est essayer d'aller vers des modèles qui nous permettent de raffiner la description des villes dans les modèles de climat pour pouvoir faire des études d'impact en ville. Alors maintenant, la deuxième question et le deuxième objectif dans le cadre de la Convention Service Climatique, c'est aussi d'aller vers des indicateurs d'impact qui soient adaptés. Alors, on a déjà fait de nombreuses études dans le cadre de projets de recherche où on a commencé à travailler sur ces impacts du changement climatique en ville. Et donc, j'ai essayé ici d'énumérer certaines questions auxquelles on est confronté quand on fait ce genre d'études, nous en tant que chercheurs, et qui nous semble importante de discuter avec vous justement pour avoir votre retour sur les besoins potentiels et les améliorations qu'on pourrait apporter dans nos approches. Alors déjà, quel type d'indicateur on peut calculer dans ces études d'impact, quelle nature d'impact? Alors aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur l'impact du changement climatique sur le climat urbain lui-même et sur l'îlot de chaleur urbain, sur l'évolution de son intensité. Mais on commence aussi à aborder d'autres aspects qui sont les aspects stress thermique et santé. Donc on travaille sur des indices qu'on appelle indices de confort pour essayer de tenir compte non pas seulement de l'effet sur la température de l'air, mais aussi sur un ensemble de paramètres environnementaux qui vont traduire le confort ou le stress thermique ressenti par un individu. On aborde aussi les questions d'énergie, donc avec une modélisation de la consommation d'énergie des bâtiments. Donc c'est des choses qu'on commence à faire avec des modèles simplifiés. Et aussi une question qui nous semble pertinente et qu'on commence à aborder, c'est la question de la ressource en eau. Alors, à titre d'illustration, je vous montre ici les résultats dans le cadre d'un projet qui s'appelait le projet Muscade, où on a travaillé sur différents types de scénarios sur la région parisienne, notamment l'effet de l'expansion urbaine sur, on va dire, sur différents indicateurs qui ont été calculés. Ici, vous voyez qu'on a sorti, à partir de simulations numériques, différents indicateurs liés à l'îlot de chaleur urbain. Donc on voit, selon différents scénarios d'expansion urbaine, on va regarder quelle va être la réponse sur l'îlot de chaleur urbain. On a aussi regardé en haut, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'impact sur le confort climatique ressenti par les individus selon un scénario de ville compacte ou un scénario de ville étendue. Et en bas à droite, on s'est aussi intéressé à la comparaison de différents indicateurs de consommation d'énergie. Donc là, c'est simplement pour vous montrer qu'on essaie d'aller vers des indicateurs multicritères pour pouvoir évaluer les scénarios qu'on étudie. Alors la deuxième question qui se pose aussi et à laquelle on a été confronté dans ces projets, c'est de savoir sur quelle période de temps est pertinente quand on veut étudier les impacts du changement climatique et quand on veut étudier ou évaluer des stratégies d'adaptation des villes. Alors il y a différentes approches qu'on trouve nous dans la littérature. On peut
se concentrer sur l'étude d'événements extrêmes, c'est souvent ce qu'on fait. Il y a beaucoup d'études qui portent sur la canicule 2003 pour voir la canicule 2003 étant prise comme exemple de ce que pourrait être l'été en climat futur. Et donc on peut regarder, étudier l'effet de différentes stratégies d'adaptation pour ce type d'événements extrêmes. L'autre option, c'est aussi d'étudier les tendances saisonnières ou pluriannuelles quand on étudie les impacts, puisque par exemple, quand on se base sur des stratégies de végétalisation de l'espace urbain, ça va être important de regarder aussi de couvrir tout le cycle végétatif de la végétation en ville pour regarder vraiment quels peuvent être les apports de la végétation sur le climat urbain pendant des périodes de canicule, mais aussi sur le reste de la saison et de l'année. Et puis ensuite, il y a aussi les échéances temporelles auxquelles on se place pour étudier les impacts. Donc on peut regarder et évaluer des stratégies d'adaptation en climat présent. Et quand on aborde la question du climat futur et qu'on utilise des scénarios ou des projections climatiques pour étudier l'impact en climat futur et l'évaluation de stratégies d'adaptation, se pose la question de savoir à quelle échéance temporelle on se place pour analyser nos résultats. Alors, si on regarde ici, pour illustrer cette problématique, ici je vous présente les tendances sur le réchauffement global pour les différents scénarios RCP. Et pour vous montrer que finalement, le signal sur le changement climatique est particulièrement fort sur la fin du siècle, donc sur la deuxième moitié du XXIe siècle. Et c'est vrai que quand on fait des études en changement climatique, on a tendance souvent... nous, on a fait beaucoup d'études à des échéances temporelles très lointaines, fin de siècle, au-delà de 2050, voire 2100. Et c'est vrai que parfois, quand on communique ces résultats à des aménageurs, on voit que ce n'est pas forcément des échelles temporelles qui sont adaptées pour la prise de décision, ou en tout cas qui parlent vraiment aux aménageurs. Donc bon, c'est pour ça que j'ai voulu illustrer ce point-là, pour savoir quelles étaient les échéances temporelles qui pouvaient être pertinentes pour les utilisateurs. Et le dernier point, c'est aussi la question des méthodes d'analyse pour le calcul des indicateurs d'impact. Parce que voilà, on peut produire toute une quantité d'indicateurs, mais après la question est de savoir aussi comment on peut communiquer sur ces indicateurs et comment on peut les agréger ou les représenter pour que ça soit vraiment une information pertinente à utiliser derrière. Alors on a appliqué différentes approches, des cartes spatialisées d'indicateurs, des intégrations spatiales de ces indicateurs pour essayer d'avoir des données beaucoup plus synthétique, où on essaie aussi d'intégrer des facteurs démographiques ou socio-économiques dans l'analyse de ces indicateurs pour essayer d'aller vraiment jusqu'à l'impact sur les habitants. Donc là, à titre d'exemple, je vous présente un résultat sur un projet qui s'appelait VURCA, qui s'intéressait à la vulnérabilité de Paris aux canicules futures, où on avait calculé des indices de confort thermique et évalué le nombre d'heures de stress thermique subis par les habitants en période de canicule. Et donc voilà, je voulais juste illustrer deux types de représentations qu'on a pu sortir. Ici, c'est une cartographie qui va montrer le nombre d'heures d'inconfort pour les habitants. Donc là, l'information, elle est pertinente parce que c'est spatialisé et que ça peut mettre en évidence certaines zones plus vulnérables que d'autres. Par contre, quand on veut comparer différents scénarios l'un par rapport à l'autre d'adaptation de la ville, c'est pas forcément évident de comparer de façon très objective et quantifiable différentes cartographies comme ça. Donc on peut aller vers des indicateurs qui sont agrégés spatialement, c'est ce qu'on avait fait ici. Donc là, ça représente cette information, mais agrégée spatialement en tenant compte de la répartition de la population dans la ville. Et donc de cette façon-là, plutôt que d'avoir une carte, on a juste une valeur d'indicateur. Et donc on peut facilement comparer différents scénarios de ville entre eux. Mais par contre, c'est une information qui a le défaut d'être tellement agrégée que parfois on peut aussi perdre une partie de l'information qu'il y a derrière. Donc voilà, ça c'était des illustrations et c'est mon dernier slide en fait. Donc c'était pour peut-être amener à une discussion derrière et des questions sur ces problématiques de calcul d'indicateurs et de production de services climatiques qui soient bien adaptés.